Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI Grand Est en partenariat avec Sobre Énergie que je remercie d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui vous parler d'un sujet pas forcément facile à évoquer qui est le décret BACS. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je dévoilerai déjà des secrets qui vont vous être expliqués juste après. Donc j'accueille à mes côtés Caroline Gattelot, bonjour, et Niels Hennig, donc de la société Sobre, qui vont passer quasiment une heure avec vous pour vous expliquer donc qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme BACS. Vous verrez qu'il y a un petit lien avec le décret tertiaire dont on a déjà beaucoup parlé l'année dernière. Je vous laisse la parole, merci à vous. Merci Olivier, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, Caroline Gattelot, responsable commerciale chez Sobre Énergie, notamment pour le Grand Est. Et je suis avec Niels, je vais se présenter Niels. Oui, bonjour à tous, Niels Hennig, Energy Manager chez Sobre Énergie. Donc effectivement, comme Olivier a pu vous le dire, on va aujourd'hui se parler du décret BACS. Donc on vous propose le sommaire suivant. D'abord, passer un petit temps sur qui nous sommes, Sobre Énergie, donc un partenaire depuis quelques temps de la CCI Grand Est, le contexte réglementaire du décret, comment adapter cette stratégie BACS selon le décret tertiaire. On va se parler de GTB, donc déjà on va vous expliquer ce que c'est qu'une GTB et comment la dimensionner justement par rapport à vos outils, vos bâtiments, un cas client très concret pour illustrer tout ça. Et bien sûr, nous aurons 15 minutes, en fonction du temps qui nous restera, 15 minutes à allouer aux questions et aux réponses. Donc n'hésitez pas à les poser dans la section dédiée de questions et on pourra y répondre. On vous laissera aussi nos coordonnées à la fin si jamais vous souhaitez, vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Et alors après, Caroline, oui. je me permets d'intervenir, c'est Olivier. Il y a beaucoup de gens qui me signalent qu'on a un souci de son lors de votre intervention. Le son fluctue beaucoup en fait. Et parfois on vous entend à peine. Ok. À ce moment-là, je m'excuse, je vais aller chercher un casque, peut-être pour régler ce souci technique. Peut-être, Niels, pour avancer, je peux te laisser présenter Sobre Énergie? Oui, bien sûr, complètement. Très bien. Du coup, je prends la relève pour la présentation de Sobre Énergie. Sobre, du coup, est une filiale du groupe La Poste, de la Banque des Territoires et de Egis, et déployée sur tout le territoire français. Sobre propose une solution de management de l'énergie avec comme chiffre clé actuellement plus de 15 000 sites managés qui sont renseignés dans notre outil, plus de 600 000 factures analysées. On a pu également accompagner des bâtiments à la certification ISO 50001 sur le système de management de l'énergie au nombre 296 et plus de 62 000 mégawattheures d'économie qui ont été planifiés par le biais d'actions de performance énergétique qu'on a pu proposer et qui ont été réalisées et monitorées. Caroline, je te laisse reprendre la suite. Merci Niels. Donc n'hésitez pas effectivement à indiquer si jamais le souci de son continue. Il semble être réglé. Ok, génial. Donc effectivement, donc Sobre, comme vous l'avez compris, notre objectif, notre mission est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la réduction des kilowattheures, donc des économies d'énergie. Et de fait, on va impacter l'empreinte carbone et la facture, très important. Pour ce faire, on va allier l'ensemble des données bâtimentaires, votre bâtiment, la manière dont il est régi, l'ensemble des data, donc que ce soit des données fournisseurs, distributeurs, d'IoT, que sais-je, de GTB, on va beaucoup en parler aujourd'hui, et les hommes et les femmes qui régissent les bâtiments, parce que leur engagement est essentiel pour justement atteindre cette transition énergétique. Parmi nos clients, alors on n'en a cité que quelques-uns évidemment, mais
on travaille avec vraiment de nombreux acteurs, à la fois dans l'industrie, dans le transport, dans l'éducation, dans l'automobile, donc des structures très variées en termes d'activité et en termes de taille aussi. Donc voilà, le groupe La Poste, c'est 10 000 bâtiments qu'on accompagne, mais on a aussi des plus petites structures d'une dizaine, vingtaine de bâtiments aussi. Et des collectivités de la même manière, à la fois des villes, des universités, des départements. Donc voilà, c'est un peu un pendant public pour vous montrer aussi la variété de nos clients. Le contexte réglementaire. Donc BACS s'inscrit finalement dans c'est un chapitre finalement d'une réglementation qui est assez variée, assez fournie, comme vous pouvez voir. On a la feuille de route principale qui est le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire va nous amener sur des objectifs sur les 30 prochaines années. Et finalement, après, on a d'autres réglementations qui viennent, on va dire, avec des objectifs plutôt courts, moyens ou plutôt l'intermiste. Donc, on a notamment les plans de sobriété. Donc ça, c'est les fameuses directives du gouvernement pour pouvoir passer l'hiver, donc avec des objectifs de moins 10, moins 5%. La loi DADU qui est dédiée plutôt aux grandes entreprises où il est exigé de mener des audits énergétiques tous les 4 ans. Donc là, pour rappel, la prochaine échéance, c'est le 5 décembre 2023. Donc voilà, l'objectif n'est pas de parler de DADU aujourd'hui, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à ce propos. Et bien évidemment, le décret BACS avec plusieurs échéances 2025-2027 pour l'ensemble des collectivités et des entreprises qui ont des bâtiments tertiaires. Donc déjà, BACS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour Building Automation and Control System. L'objectif, c'est d'inciter en fait l'ensemble des acteurs à mettre en place des GTB avec certaines obligations, évidemment. Donc, pour les bâtiments, et là on se parle de bâtiments tertiaires et neufs, qui ont des systèmes de CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, ayant une puissance nominale supérieure à 290 kW, sont assujettis. Cet assujettissement, attention, c'est pour 2025. 2027, cette puissance va s'abaisser et donc l'ensemble des bâtiments tertiaires ayant ces équipements a une puissance de 70 kW. Et donc là, on peut imaginer que ce sera grosso modo l'ensemble des bâtiments assujettis au décret tertiaire doivent mettre en place une GTB à partir de 2027. Deux subtilités, si pour les bâtiments neufs, à partir de l'an prochain, donc si vous construisez des bâtiments, il faudra installer des GTB obligatoirement pour les systèmes ayant une puissance de 70 kW. Et si jamais vous menez des travaux en ce moment, vous devez aussi installer des travaux sur vos systèmes de CVC, donc chauffage, chaudière, etc. Vous devez installer des GTB également dans ces bâtiments-là. Donc, comme vous pouvez, ce qu'il faut retenir, grossièrement, c'est 290 kW pour vos systèmes de CVC où il faudra installer une GTB en 2025 et 2027, 70 kW. Si jamais vous menez des travaux, faites attention, renseignez-vous sur vos puissances parce que vous avez des obligations dès à présent sur cette loi-là. Si jamais le gouvernement, bien entendu, prévoit, parce que c'est des dispositifs qui coûtent plutôt cher, si jamais vous avez un ROI d'installation, c'est-à-dire que la GTB ne vous permet pas d'atteindre des économies d'énergie sous 10 ans, à partir de 10 ans d'utilisation, alors vous êtes exempté de cette loi. Donc vous voyez, c'est quand même un peu complexe, donc il faudra bien étudier la question si vous avez des systèmes de CVC avec une puissance de 290 ou 70 kW. Alors, maintenant que l'on a présenté les attendus du décret BACS en termes d'automatisation de bâtiments et d'installation de GTB, je pense qu'on peut se poser la question tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une GTB ou gestion technique du bâtiment? Alors,
Une GTB, c'est une unité centrale reliant les différents équipements énergétiques du bâtiment, que ce soit le chauffage, la ventilation, ainsi que les espaces de ce bâtiment, par l'intermédiaire d'un réseau de boîtiers de contrôle et de capteurs. Alors, dans les faits, une GTB, ça s'apparente à un logiciel sur ordinateur disposant d'une interface où l'on peut consulter chacun de ces équipements ou espaces reliés. Qu'est-ce que ça fait la GTB? Premièrement, ça récolte des informations en direct sur les équipements qui sont reliés, ainsi que des mesures de capteurs, que ce soit température, capteur de présence, capteur de qualité d'air, et elle stocke ces informations. Donc déjà, premièrement, elle récolte des informations, mais deuxièmement, avec ces informations, elle permet de donner des ordres à ces équipements afin d'optimiser leur fonctionnement. C'est un appareil qui est bidirectionnel. Alors, comme on le voit sur cette slide, il existe 4 classes de GTB classées par degré de performance. Et ces classes déterminent si oui ou non une GTB remplit les exigences du décret BACS, car ce n'est pas le cas pour toutes. On a tout d'abord la classe D, tout en bas, qui n'est pas conforme au décret BACS, puis les classes CAA, affichant des niveaux de performance de plus en plus élevés, jusqu'à la classe A, qui est la régulation dite à haute performance énergétique. Afin d'illustrer ça, je vous propose un petit exemple sur la slide suivante pour illustrer les fonctionnalités et mieux comprendre. Prenons par exemple, faisons une vue de l'esprit, prenons un bâtiment chauffé par une chaudière, relié à un réseau d'émetteurs de type ventiloconvecteur qui sont commandés par une GTB. C'est un cas très classique. La GTB de classe D, celle qui n'est pas conforme au décret BACS, ne permettra que de donner des ordres basiques à la chaudière de type tout ou rien, une sorte de bouton on-off finalement. Ensuite, si on passe aux classes conformes au décret BACS, la GTB de classe C permet de contrôler le chauffage par pièce avec un programme horaire fixe. On monte d'un cran avec la GTB de classe B qui effectue le contrôle par pièce, mais on y ajoute la détection de présence et d'absence qui permettra au chauffage de s'autoréguler tout seul et de mettre en place un réduit après une détection d'absence longue. Puis vient ensuite la GTB de classe A qui contient toutes ces fonctionnalités, mais en plus de ça, permet une relance prédictive en fonction des prévisions météorologiques futures, de la baisse en température du bâtiment. À partir de là, on peut parler d'intelligence artificielle directement imbriquée à la GTB. Évidemment, les économies générées par chacune de ces GTB croient avec la classe, tout comme le prix. Oui. Et même sans parler de contexte réglementaire, que ce soit décret BACS ou décret tertiaire, la GTB présente de grands avantages dans le cadre d'une démarche d'économie d'énergie et même dans la vie de tous les jours de votre bâtiment. Tout d'abord, la GTB permet de réaliser des économies d'énergie, entre 10 et 30% en fonction de la classe installée. Le coût de l'installation reste plutôt modeste par rapport à d'autres types de travaux, comme l'isolation ou la rénovation du bâtiment. Donc, le retour sur investissement est plutôt moyen-termiste. Ci-dessous, on a mis pour exemple un ratio de moyen de prix d'installation de 25 € par mètre carré pour une GTB de classe A. Ensuite, toute action de performance énergétique, merci. Toute action de performance énergétique passe par une phase de travaux plus ou moins lourde. Ce qui est intéressant avec la mise en place d'une GTB par rapport aux autres actions, c'est qu'elle se fait sur les équipements techniques en backstage de votre bâtiment, si on peut dire, et ça ne demande pas l'arrêt de ces équipements ou l'arrêt de l'activité du site. Enfin, dernier point, sans parler de performance énergétique, les GTB de classe C ou plus envoient des alarmes et permettent de visualiser à distance les défauts des équipements. Et ça permet d'optimiser la maintenance des équipements de votre bâtiment à grande échelle. Les défauts seront traités plus rapidement, voire même en direct. En plus de cela, l'automatisation de la mise en place de réglages possibles par la GTB va optimiser le fonctionnement de petits bâtiments pour lesquels une équipe de maintenance ne peut pas être présente 7 jours sur 7. La GTB va prendre le relais et donner des commandes à ces équipements. Je te laisse prendre la suite, Caroline. Merci. Donc, on a commencé à parler effectivement de coûts. Donc, ce sont des équipements qui voilà, ont un certain prix, mais on a compris, et on va vraiment le voir plus en détail, qu'il y a vraiment un réel intérêt dans le cadre d'économie d'énergie à mettre en place ce système de GTB. Tenez quand même, on souhaitait vous informer que en ce moment, il y a des fiches C2E qui sont très intéressants
à utiliser. Donc, si jamais vous avez des travaux qui sont en cours ou envisagés, on vous incite fortement à envisager l'installation d'une GTB parce que il y a une bonification des C2E qui va de 1,5 à x2. Donc on voit que les investissements sont, enfin, les subventions sont très intéressantes. Et à noter, comme Niels le disait, qu'il y a différentes classes de GTB, donc de A à D. La D étant non conforme, la C étant le minimum requis par le décret BAX, et les subventions vont plutôt inciter à installer une classe A ou une classe B. Donc, c'est à avoir en tête. Et également que ces C2E, ou en tout cas bonifiés, sont valables jusqu'à, enfin, vous pouvez en bénéficier jusqu'à la fin de cette année. Donc, c'est vraiment à envisager rapidement si jamais vous avez des travaux de prévus. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore la manière dont les C2E vont évoluer. On peut imaginer qu'il y aura encore des subventions sur ces dispositifs, étant donné du décret BAX qui s'installe au fur et à mesure. Et j'ai même une petite anecdote pour clôturer cette partie sur les fiches C2E qui risque d'intéresser les entreprises du Grand Est. C'est que, peut-être vous le savez déjà, mais les volumes de subventions délivrés par les C2E varient en fonction de la zone climatique. Et c'est le cas justement pour la fiche C2E d'installation de GTB. Étant donné que la région Grand Est est positionnée en zone H1, la plus froide, vous bénéficiez du volume maximal d'aide par rapport au reste de la France. Donc saisissez cette chance. Foncez. Voilà. Merci Niels pour ce détail. Donc maintenant qu'on a un peu mieux compris le décret BAX, donc qui vous impose selon vos systèmes de climatisation, ventilation et de chauffage, d'installer des GTB, comment intégrer en fait cet outil, ce dispositif dans votre stratégie. Donc on va parler de stratégie décret tertiaire, mais également finalement de stratégie énergétique. Donc un rapide rappel, le décret tertiaire, je pense que tout le monde déjà en a entendu parler, sinon on a plein de webinaires dédiés à ce sujet. Et donc pour rappel, vous devez déclarer vos consommations, choisir une année de référence, et ça va engendrer derrière des objectifs. Donc 2030, 2040, 2050, sans entrer dans trop de détails, mais ce qui veut dire que dès à présent, vous allez devoir en fait créer, identifier une stratégie énergétique pour atteindre vos objectifs qui, dans tous les cas, sont vraiment dans votre intérêt parce qu'on se parle d'économie d'énergie. Et dans un marché où le prix de l'énergie fluctue fortement et a une tendance à la hausse, c'est tout dans votre intérêt d'investir pour justement maîtriser vos factures d'énergie. Et donc le décret tertiaire finalement est une obligation de résultat, et le décret BAX découle finalement en quelque sorte de ce décret tertiaire, est un objectif plutôt de moyens pour participer à cet effort. Dans le tertiaire, les systèmes de chauffage, et on va vraiment rentrer dans le détail tout à l'heure avec Niels, mais les systèmes de CVC, c'est environ 50% des consommations dans le tertiaire. Donc le gouvernement a voulu vraiment en fait imposer des lois, ou enfin objectiver sur des gros bâtiments ou des bâtiments consommateurs des moyens justement pour vous aider à piloter plus finement une des dépenses les plus grandes en fait d'un bâtiment tertiaire. Effectivement, comme le disait Caroline, en regardant la frise chronologique, on est aujourd'hui dans la phase d'audit énergétique pour définir les plans d'action afin d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Alors avec le décret BAX qui se superpose en termes de date, on pourrait penser que les contraintes réglementaires sans pile s'ajoutent, alors que non. Le décret BAX représente une vraie opportunité pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, et je vais vous présenter pourquoi. Voici 3 chiffres qui permettent de dresser un panorama sur la situation des bâtiments tertiaires aujourd'hui. Comme le rappelait Caroline tout à l'heure, l'ADEME, suite à une étude, affiche que le poste de consommation de chauffage est le poste de consommation le plus important des bâtiments et représente à lui seul plus de 50% des dépenses énergétiques d'un bâtiment en moyenne. Le deuxième chiffre, moins 15 à moins 30%, ça représente les économies d'énergie atteignables sur un bâtiment tertiaire en agissant uniquement sur l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire le réglage des équipements, les programmations horaires,
et les consignes de fonctionnement. Alors ça, c'est tout ce qu'une GTB est capable de fournir de manière automatique. Et finalement, troisième chiffre qui nous provient de la Commission de régulation de l'énergie, seuls 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont équipés d'une GTB aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a un vrai manque à gagner. Mis bout à bout, ces chiffres, il faut comprendre à quel point le pilotage des bâtiments représente un potentiel inexploité d'économie d'énergie sur le bâtiment. Il faut imaginer les économies réalisables si 100% de ces bâtiments étaient équipés d'une GTB. Et on va le voir slide suivante. C'est ce que la Commission de régulation de l'énergie a simulé dans un rapport récemment publié sur le sujet du pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Alors, le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du pilotage des bâtiments tertiaires, selon la CRE, est estimé à 7 TWh par an d'économie. Pour se donner un ordre de grandeur, la consommation annuelle de la ville de Strasbourg en 2012 était de 9,5 TWh. Donc on s'en rapproche dangereusement. C'est un volume d'économie qui est assez massif. En plus des économies d'énergie, le pilotage en direct des bâtiments tertiaires offrirait à l'échelle nationale un gisement de flexibilité électrique. La Commission de régulation de l'énergie estime qu'un potentiel d'effacement de 6 gigawatts en heure de pointe hivernale est réalisable sur les bâtiments tertiaires. Alors, l'appel de puissance de 6 gigawatts, ça représente à peu près 10% de l'appel de puissance globale nationale, ce qui est équivalent à soulager 6 réacteurs nucléaires d'un coup, de faire de l'effacement de 6 gigawatts. Mais si on passe à la slide suivante, je t'en prie Caroline, tu voulais intervenir? Oui, juste peut-être la flexibilité, peut-être que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme-là. Oui, Est-ce que tu pourrais expliquer très rapidement? bien sûr. La flexibilité électrique, c'est ce qui permet de soulager le réseau électrique en heure de pointe. Vous en avez sûrement entendu parler l'année dernière, le réseau électrique connaissait de fortes tensions, puisque on va dire que la demande d'électricité dépassait la capacité de production à cause de combustibles de gaz qui étaient raréfiés ou même de maintenance des réacteurs nucléaires. En fait, la flexibilité électrique, c'est la capacité de réduire temporairement la demande par rapport à l'offre d'électricité pour que des moyens dits de pointe ne soient pas utilisés pour générer de l'électricité au cas où, au cas où la demande soit trop forte. Typiquement, ces moyens de pointe sont des moyens chers et polluants comme le charbon ou les turbines à gaz. Et cette flexibilité, finalement, elle est valorisée. Elle est d'ailleurs très fortement valorisable, puisque ça permet d'éviter des surcoûts d'énergie à l'échelle nationale. Je ne sais pas si ça a été clair. Bon, de toute manière, si on a des questions, n'hésitez pas. Allez-y, franchement. Revenons, Allez-y, on y répondra. je propose qu'on en revienne au parallèle avec le décret tertiaire. On a bien vu que le pilotage automatique des bâtiments porté par le décret BACS générait des économies d'énergie. Mais à quel point? Regardons ça de plus près. En fonction des classes de GTB, on estime le pourcentage d'économie d'énergie réalisable par rapport à une situation de base où le bâtiment n'est pas équipé. Dans ce cas, une GTB de classe C fournit en moyenne 10% d'économie d'énergie par rapport à une situation de base. Une GTB de classe B, 25% d'économie d'énergie en moyenne. Et une GTB de classe A jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Alors à côté de ça, le décret tertiaire impose 40% d'économie d'énergie par rapport à une année de référence à réaliser en 2030. Je pense que la conclusion de tout ça, c'est que finalement, installer une GTB et répondre aux attendus du décret BACS, c'est faire un pas de géant, c'est réaliser une grande partie des objectifs du décret tertiaire pour l'échéance de 2030. Effectivement, on s'est parlé beaucoup de GTB, donc j'espère que l'ensemble du coup des participants comprennent mieux déjà ce que c'est, l'intérêt et comment ça s'intègre effectivement dans le cadre du décret tertiaire. Il est vrai que beaucoup, voilà, des discussions que l'on a, beaucoup se questionnent sur comment atteindre ces objectifs très ambitieux. Donc peut-être que les premiers 40% avec des travaux plus classiques pourront être atteints, mais derrière, il va falloir aller chercher quand même 20% supplémentaires, par exemple, dans le cas des objectifs en valeur relative. Donc, il va falloir, on le répète à plusieurs reprises, mais c'est très important, identifier sa stratégie énergétique dans le cadre justement de cette réglementation qui prend plusieurs formes. Et donc pour ça, il va falloir déjà
dans le cadre de BACS, mais aussi du coup dans le cadre du décret tertiaire, identifier ces bâtiments assujettis. Ensuite, faire un état des lieux, même dans le cadre de BACS, des outils existants du bâtiment. Donc, par exemple, peut-être qu'il y a déjà des outils qui permettent de piloter plus ou moins finement le bâtiment. Et ensuite, derrière, de se poser la question de quels sont les outils nécessaires pour mon bâtiment. Peut-être qu'un bâtiment, dans votre parc, vous aurez des bâtiments qui n'auront pas les mêmes besoins que d'autres bâtiments plus énergivores. Admettons, on va mettre une classe A alors que c'est une classe C pour d'autres bâtiments. Donc, il va falloir dimensionner les outils. Et derrière, bien entendu, un outil qui n'est pas piloté, malheureusement, c'est un investissement avec un manque à gagner. Donc, il va falloir piloter. Et donc, c'est pour ça que chez SOB, on vous propose des études et des audits énergétiques pour justement cette première partie un peu d'état des lieux et de définition des besoins. Et derrière, des outils qui vont vous permettre de pouvoir piloter à distance l'ensemble de ces éléments. Alors, comment l'audit énergétique permet de dimensionner la GTB et vous accompagne dans la validation des exigences du décret BACS et du décret tertiaire? Comme rappelé par Caroline à l'instant, l'audit énergétique, c'est un outil indispensable pour organiser et planifier votre stratégie de travaux, répondre aux exigences du décret tertiaire, mais également répondre aux exigences du décret BACS. Dans la fait, un audit énergétique, c'est vraiment une photographie à l'instant T de votre bâtiment. On regarde tout ce qui le concerne, que ce soit la coque bâtimentaire, les équipements, et ça c'est plutôt important, et les consommations du bâtiment. Ces trois, même les usages du bâtiment, ces quatre points de vue sont analysés dans le cadre d'un audit. Cette analyse, déjà de manière très basique, permet de vérifier l'assujettissement de votre bâtiment au décret BACS, même s'il s'agit vraiment d'une analyse de base. On regarde les puissances des équipements. Elle est primordiale à mener pour savoir si vous êtes assujetti et surtout quand est-ce que vous êtes assujetti, que ce soit 2025 ou 2027, puisqu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assujetti pour le 1er janvier 2025, mais que le 1er janvier 2027, il y ait une obligation d'installation de GTB. Donc c'est pour ça, on va toujours essayer d'aller de l'avant pour vous proposer de prendre de l'avance par rapport à ça. Est-ce que tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît? Ensuite, l'audit énergétique, ça permet plus dans le détail de dimensionner la GTB dont le bâtiment doit être équipé. Et ça permet d'intégrer son installation parmi une démarche plus globale de réduction des consommations d'énergie. Alors, le premier point qui va être étudié par les auditeurs chez Sobre Énergie, ça va être le périmètre de la GTB. Sachant qu'une GTB peut englober qu'une partie des équipements ou une partie du bâtiment, ou bien l'intégralité du bâtiment. Ça va dépendre de la taille et de la pertinence. Évidemment, il y a des usages les plus importants comme le chauffage et la climatisation qui seront intégrés à la GTB de manière quasiment automatique. Mais il y a certains postes de consommation où on va se demander si ça en vaut la chandelle d'aller connecter les équipements pour faire des économies. Typiquement, les petites ventilations, les petits ballons d'eau chaude sanitaire, les ascenseurs, ça c'est plus le cas dans des gros bâtiments, mais peut-être dans des petits bâtiments, ce n'est pas nécessaire. Donc ça va être arbitré. Et évidemment, puisque pour chaque poste relié à la GTB, ça va être un coût supplémentaire, on va voir si le retour sur investissement suit à chaque fois. Deuxième point, c'est déjà de vérifier sur les équipements qu'on veut relier à la GTB, si tous sont en mesure de communiquer avec la GTB, car ce n'est pas forcément le cas. Et je pense notamment à des équipements anciens qui fonctionnent sur horloge ou qui ne sont pas équipés de régulateurs. Il est possible qu'il y ait des petits travaux d'adaptation pour que les équipements anciens puissent communiquer avec la GTB. Et ça, évidemment, ce sera notifié dans le cadre des rapports d'audit énergétique. Bien même, on proposera directement, pour des équipements trop anciens, de les remplacer pour avoir un gain de performance énergétique. Et ces nouveaux équipements, on fera bien attention à ce qu'ils soient communicants avec le protocole de GTB que l'on a choisi. Enfin, dernier point dans nos audits énergétiques, ça va être de fournir une vision qui englobe décret BACS et décret tertiaire. Un audit permet de simuler les économies d'énergie générées par une GTB. Imaginons que ce soit 30% dans ce cas-là. Mais également, ce qu'on va essayer d'aller voir, ça va être de déterminer quelles sont les actions les plus efficaces, de 1,
et les moins coûteuses de 2 pour atteindre les 10% manquants pour atteindre les 40% requis pour 2030. Et dans ce cas-là, valider le premier jalon du décret tertiaire, puis le deuxième à moins 50%, puis le dernier à moins 60%. Alors, tout ça, ce sont des points qui sont analysés dans le cadre d'une stratégie immobilière à long terme et surtout dans le cas où le bâtiment n'est pas équipé de GTB. Mais il y a toute une partie qu'on a laissée de côté depuis le début, c'est quid des bâtiments qui sont déjà équipés d'une GTB. Si vous êtes déjà équipé d'une GTB mais que vous souhaitez réaliser des économies d'énergie, Sobre Énergie peut également vous accompagner dans le cadre d'un audit d'exploitation, qui est une autre forme d'audit que l'on propose. L'audit d'exploitation, ça se concentre sur les programmes et les réglages des équipements du bâtiment, les interactions énergie-occupant et la sensibilisation de l'occupant à la gestion de l'énergie. Et ça se focus sur des économies d'énergie à court terme de type plan de sobriété. Dans le cadre des audits d'exploitation, une analyse et une remise en question des programmations d'une GTB est systématiquement réalisée pour proposer des économies d'énergie supplémentaires. Alors à titre très personnel, j'ai réalisé ces audits d'exploitation et j'ai vu beaucoup de GTB programmés de manière conservatrice par des entreprises de maintenance pour privilégier le confort des occupants. Parce que oui, installer une GTB nous donne des économies d'énergie, mais ce n'est pas magique. À partir du moment où on branche la GTB, les économies n'arrivent pas tout de suite. Il faut pouvoir intelligemment la programmer. Et lorsque c'est donné dans les mains d'entreprises qui ne sont pas forcément, on va dire, qui ne sont pas forcément concernées par les économies d'énergie, mais plus par le confort, la bonne maintenance des équipements, et bien, généralement, on a un réglage un peu trop conservateur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une amélioration de ces réglages pour trouver le juste milieu entre confort des occupants et efficacité énergétique. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Oui, super. Merci Nils. Ah. Donc effectivement, comme l'avait très bien dit Nils, l'ensemble en fait des audits énergétiques qui soient dits immobiliers, donc qui prennent en compte le bâti et l'exploitation, ou alors uniquement axés sur l'exploitation, ont pour intérêt en fait de mettre en lumière l'ensemble ce qu'on appelle des actions de performance énergétique. Alors ça peut être installer une GTB, mais ça peut être refaire l'isolation ou refaire les fenêtres ou la toiture par exemple. Et donc il va falloir s'organiser dans le temps, à la fois d'un point de vue planification de travaux donc pour les effectuer, mais aussi d'un point de vue budgétaire. Et donc les outils comme ceux qu'on propose dans le cadre de la digitalisation des audits, où on va intégrer l'ensemble de vos actions des bâtiments audités, où vous allez pouvoir les classifier par ROI, par type de poste, etc., par type de site aussi, si vous voulez un réglage plus fin, va finalement vous permettre en fait de vous organiser dans le temps. Et ça, c'est vraiment clé quand on se parle de stratégie énergétique sur les 30 prochaines années. Alors ça peut être le décret tertiaire, mais on peut aussi aller plus loin que le décret. Il va falloir en fait vraiment cadencer les choses dans le temps d'un point de vue effort, parce que voilà, on a des ressources limitées aussi dans les équipes pour pouvoir mener ces travaux, ces actions, et d'un point de vue financier. Donc ça va être vraiment crucial de s'y prendre au plus tôt pour avoir une vision de l'ensemble des travaux nécessaires ou des actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et le plus tôt on s'y prend, le plus de temps on a pour justement les mettre en œuvre. Et un deuxième outil qui est aussi assez intéressant à prendre en compte, dans le cadre du décret tertiaire notamment, ça va être le suivi des objectifs, de savoir si on est dans les clous ou non. Pour rappel, il y a quand même des sanctions si jamais on n'est pas dans les clous du décret tertiaire, à la fois financier, mais aussi des annotations ou des notes éco-énergie tertiaire qui seront annexées dans les baux et documents de vente et donc qui vont forcément impacter la valeur de votre bien immobilier. C'est des choses qui commencent à pointer du nez sur le marché immobilier, mais ça va être vraiment le futur et le nerf de la guerre pour la valeur immobilière de votre parc. Alors, on va terminer cette présentation pour illustrer ce qu'on propose dans le cadre d'un cas client qui a été réalisé sur un bâtiment tertiaire de 2400 m². Donc justement, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'installation d'une GTB et le bouquet d'actions. Donc, on avait un bâtiment assujetti au décret BAX
puisque la puissance de ces moyens de production était supérieure à 290 kW. Donc, naturellement, on a proposé d'installer une GTB sur ce bâtiment de 2400 m². Ce qui est intéressant, c'est que on voit un pourcentage de gain de 10%, des coûts des travaux qui ont été chiffrés. Alors ça, c'est le cas dans tous nos audits énergétiques. On va simuler les économies potentielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient carbone. Et ça donne un pourcentage de gain de 10%. Et également, de notre côté, on va chiffrer les potentiels coûts des travaux et chiffrer les potentiels coûts avec les C2E et les subventions. Donc là, on gagne à peu près 1200 € de subventions par rapport au coût des travaux, avec un retour sur investissement de 4 ans. Ça, c'est juste pour l'action de la GTB seule, mais je pense que la valeur ajoutée se trouve dans la slide suivante qui présente un bouquet d'actions d'installation de GTB et de 2 actions qui s'imbriquent très bien avec la première pour pouvoir réaliser encore plus d'économies d'énergie. On installe une GTB, mais après installation de la GTB, on la programme pour baisser les températures de consigne de chauffage et on fait quelques petits travaux ponctuels, remplacer des vieux convecteurs électriques type grille-pain par des radiateurs programmables. Ce qui est très intéressant, c'est que premièrement, le pourcentage de gain a doublé. On est passé de 10 à 22% de gain, mais le coût des travaux n'a pas doublé. Il a juste augmenté de 2 à 3 000 €. Et ça, mis l'un dans l'autre, finalement, plus qu'installer une GTB, avoir une vision globale de l'énergie des consommations énergétiques de votre site et de leur dynamique, bah, ça permet de doubler le pourcentage de gain, ne pas trop gonfler les coûts des travaux et surtout réduire de moitié le retour sur investissement. Voilà, c'est tout pour moi dans le cadre de ce cas client. Dis-moi. Oui, oui, non, je précise que c'est aussi tout l'intérêt d'un audit énergétique, c'est-à-dire que, étant donné qu'on va, on va analyser l'ensemble de l'exploitation de votre bâtiment, de votre bâti, en fait, on va pouvoir créer des bouquets d'actions. Donc, ça va être comme Nice a dit, ça va être des actions qui vont s'imbriquer entre elles et en fait qui vont avoir un effet un peu cercle vertueux Ouais. pour justement atteindre des pourcentages qui soient, enfin, une performance, on va dire, d'action qui soit supérieure à si on mettait une action toute simple en œuvre. Je pense notamment, et dis-moi Nice si je dis des bêtises, mais par exemple, faire de l'isolation mais ne pas changer ses fenêtres, en fait, on n'est pas non plus. Alors, ça paraît plus évident peut-être que le cas de la GTB, mais on n'est pas du tout sur en fait une boucle vertueuse parce que il y aura forcément des déperditions d'énergie qui passeront par les fenêtres. Ou l'inverse, si on change les fenêtres et on ne fait pas d'isolation. Donc, c'est Ouais, vraiment en évidemment. fait des combinaisons d'actions qui sont importantes, des bouquets d'actions qui sont très importantes à mettre en œuvre et qui sont justement étudiées au travers d'audits énergétiques. Exactement, merci beaucoup. Voilà, donc on a terminé cette présentation. Il nous reste 20 minutes. Du coup, donc on est pile dans les temps. On vous propose peut-être de dédier 10-15 minutes à l'ensemble de questions que vous avez. Encore une fois, vous avez une section questions où vous pouvez poser vos questions. Et on vous met aussi nos coordonnées si nécessaire pour voilà, centraliser l'ensemble des demandes. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, on sera ravis de vous répondre. Et pour rappel, on va dédier 5 minutes à la fin à Olivier pour un mot de la fin et présenter aussi quelques éléments de la CCI. Alors, je vais vous poser des questions parce qu'il y en a. Ah, Donc, ça y est, vous êtes dans les starting blocks, on y va. Alors, la première, est-ce que le nom réglementaire du décret BAC, ça correspond au décret 2020-887 du 20 juillet 2020? c'est une très bonne question. C'est une Est-ce très qu'on bonne question. peut répéter? Alors, je remonte. Voilà, quel est le nom, on va dire, officiel au journal Le nom officiel juridique. du décret BAC? Là, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse comme ça. Le nom officiel du décret. Mais on va le trouver de toute façon. Ça nous permettra peut-être de prendre une seconde question pendant ce temps-là. Oui.
Alors, juste pour répondre, le nom du décret, c'est décret Bax. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et donc, il a été publié en 2020. Et il y a eu une deuxième publication en 2027, notamment pour annoncer les seuils, le changement de seuil, enfin, la mise à jour des seuils pour 2027. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, on pourra vous envoyer le lien de Légifrance dédié. Je pense que ce sera peut-être le plus simple si vous voulez vraiment creuser la dimension juridique du décret. Quid des bâtiments modulaires par rapport au décret Bax? Est-ce que c'est considéré comme des surfaces tertiaires, ces empilements de cubes pas forcément performants énergétiquement, encore que de plus en plus. Mais est-ce que si la puissance installée de ces éléments modulaires atteint le seuil du décret Bax, est-ce que c'est soumis ou pas au décret Bax? Nils, tu veux prendre la question ou pas? Écoute, à mon sens, le décret Bax, vu que c'est un décret qui vise les installations et se base sur un seuil de puissance, normalement, les bâtiments tertiaires et secondaires sont concernés par le décret Bax, si je ne dis pas de bêtises. Donc après, les bâtiments modulaires, euh, s'il existe des bâtiments modulaires avec une puissance de plus de 290 kW, ils devraient être assujettis au décret Bax. Cela reste à vérifier, mais je pense que peut-être Caroline sera d'accord avec moi, mais finalement, décret Bax ou non, la GTB garde quand même de grands avantages pour générer des économies d'énergie, surtout sur les bâtiments modulaires qui ont peu de marge de manœuvre par rapport à l'amélioration de leur isolation. Ça peut être une très bonne solution pour réduire les économies d'énergie. Oui, je pense qu'il faudra regarder effectivement la dimension tertiaire, la proportion aussi tertiaire de ces bâtiments-là. Ce sera forcément à creuser, ça c'est des subtilités où effectivement on est, voilà, il faudra qu'on creuse plus précisément ce sujet-là, mais je suis assez alignée avec la réponse de Nils. Mais on creusera ce sujet pour vous répondre plus précisément au regard du texte. Alors, une autre question très Si le texte le précise. Oui, Parce que c'est si vrai. on prend Ça par peut être exemple redondant. le décret tertiaire, il y a eu beaucoup de modifications après sa publication. Donc là, 2025, voilà, je ne vais pas dire qu'on est au tout début parce que ça fait un petit moment qu'il est publié, mais ça reste des réglementations qui évoluent aussi. Enfin, le décret tertiaire, typiquement malgré les déclarations qui doivent être faites, enfin qui ont été faites l'an passé, on a encore, voilà, c'est encore évolutif. Donc on répondra plus précisément à cette question-là, mais ayez en tête que ça peut aussi peut-être évoluer dans le temps. Alors, on a une question technique sur les systèmes qui sont réversibles, ou les émetteurs 4 tubes, par exemple, les packs réversibles, enfin, on voit souvent le cas. Quelle est la puissance à prendre en considération par rapport au décret Bax sur des équipements qui font à la fois du chaud et à la fois du froid? Alors, pour cela, moi j'aurais tendance à répondre que, étant donné que du coup une pompe à chaleur réversible produit du chaud et du froid, étant donné que c'est le même système et que bon, le système ne peut pas produire du chaud et du froid en même temps généralement, ça va être la puissance électrique absorbée qui va être prise en compte. Ok, alors on a beaucoup de questions, je vais essayer de les résumer tous en une, ce qui va peut-être être compliqué. Mais beaucoup de questions qui viennent des sites industriels qui ont des surfaces tertiaires, leurs bureaux, mais aussi des surfaces qui ont été considérées comme tertiaires, qui sont les stocks de produits finis au regard du décret tertiaire. Donc, les questions sont est-ce que le seuil des 290 kW concerne uniquement les espaces tertiaires, mais dans les mêmes conditions que le décret tertiaire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut regarder aussi les puissances CVC installées dans les stocks de produits finis? Comment on fait pour distinguer entre guillemets les puissances quand les équipements ont été dimensionnés pour un site industriel où parfois la partie industrie consomme beaucoup plus que la partie tertiaire et qu'on n'a pas forcément d'ailleurs la partie consommée par la partie tertiaire?
Enfin bon, voilà, beaucoup de questions sur l'éligibilité des sites industriels. Voilà, si vous pouvez préciser un peu au niveau d'un industriel, comment ça va se passer. Oui. Nils, tu veux te lancer ou je T'en prie, tu peux prendre prends la le question? début là. Alors déjà, alors effectivement, il y a un sujet d'assujettissement. Je pense déjà pour les industriels, il y aura aussi une question d'intérêt qu'il faudra aussi beaucoup étudier. C'est-à-dire que quel est l'intérêt aussi d'installer une GTB dans des systèmes, par exemple, où admettons, vous n'avez qu'une partie en fait de votre surface qui est tertiaire, même si c'est 10%, mais votre système de chauffage et de ventilation et de climatisation a une puissance nominale de 290 kW. En fait, vu les économies d'énergie que cela pourra vous apporter, il faut vraiment aussi regarder l'intérêt de l'outil dans votre stratégie énergétique et puis également dans les économies d'énergie que vous pouvez faire. Après, pour l'assujettissement, c'est vrai que c'est une subtilité qui est intéressante à se poser. J'aurais tendance à dire que, étant donné que vous avez une surface, par exemple, si vous avez une surface qui est assujettie au décret tertiaire, considérez que vous êtes aussi assujetti au décret BAC si votre CVC est supérieur à 290 kW. Si vous n'avez aucun moyen de la distinguer, par exemple, parce que c'est un système pour tout le bâtiment. Après, effectivement, je pense que une information à rajouter, ce serait que les process industriels ne sont pas forcément assujettis directement au décret BAX. Ça, c'est plus le sens que j'ai, puisque ces process industriels, généralement, ils ne peuvent pas être optimisés, on ne peut pas réaliser d'économies d'énergie. Finalement, y mettre une GTB, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Alors que pour des sites industriels avec des surfaces tertiaires, effectivement, là, si ce n'est pas 290 kW, il est fort probable que ce soit 70 kW et que ce soit 2025 ou 2027. Je pense que les surfaces tertiaires sont assujetties au décret BAX. Et voilà. Alors, ça me permet de répondre à une question qui a été posée. Peut-on être soumis au décret BAX sans être soumis au décret tertiaire? La réponse est oui, puisque le décret BAX, c'est une histoire de puissance, pas une histoire de surface. Exactement. Alors, même s'il y a une corrélation, bien entendu, hein, plus on a un bâtiment de grande surface, plus on a de puissance installée. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien rapport surface-puissance. Ce n'est que la puissance installée sur les organes de CVC qui seront prises en compte. Parce que j'ai beaucoup de questions sur les surfaces. C'est vraiment l'inventaire des puissances installées qui vous permettra de savoir si oui ou non vous serez assujetti au décret tertiaire. Tout à fait. Au décret BAX. Au décret BAX, oui. Au décret BAX, pardon. Oui, voilà, j'essaye de lire les questions en même temps, mais comme quoi, il ne faut pas faire deux choses en même temps, c'est pas bien. Est-ce que l'audit du décret BAX peut être le même que l'audit énergétique obligatoire? C'est vrai que beaucoup d'industriels sont soumis à l'audit énergétique obligatoire, donc est-ce que, entre guillemets, cet audit-là peut être l'audit énergétique qui donnera la réponse au décret BAX? Oui, bien sûr. On met en fait un audit énergétique peut avoir, on va dire, on peut y intégrer plusieurs options. Ça peut être soit un état des lieux, entre guillemets, une vision de votre bâtiment avec des préconisations de travaux à l'instant T. On peut aussi faire des projections avec des simulations thermiques dynamiques pour vous aider à répondre aux décrets tertiaires, donc c'est-à-dire appliquer, vous donner, on va dire, les actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs dans le temps. Et on peut tout à fait y intégrer des options pour le décret BAX où on va aller plus précisément regarder vos équipements, regarder ces fameuses puissances nominales. Donc oui, tout à fait. En fait, et j'ai envie de dire, essayer de mutualiser au maximum. Et oui, pour répondre à la question initiale, c'est et répondre au décret, à la loi d'ADU, qui finalement
si par exemple vous répondez au décret tertiaire, généralement vous répondez aussi à la loi DADU au sein de ces audits. Et par contre, l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Donc l'idée, et nous, ce qu'on préconise très sincèrement, c'est que des audits, ça reste des études qui coûtent quand même un certain prix. Dans le cadre des entreprises qui sont assujetties à la loi DADU, vous devez les mener tous les 4 ans. Donc, il faudra être malin aussi dans la manière dont vous menez ces audits pour essayer justement de répondre à l'ensemble des réglementations. Donc, parfois, ces options ont forcément peut-être un coût supplémentaire, mais ça vous coûtera toujours moins cher de refaire des études et essayer de mutualiser au maximum. Ok, alors, à partir de quand l'audit est obligatoire? Alors, il n'y a pas d'audit obligatoire dans le cadre du DEPREVAX. C'est juste que on vous conseille un audit, enfin, en tout cas, c'est l'occasion de l'audit, de pouvoir faire l'inventaire de ces puissances installées. Mais dans le cadre du DEPREVAX, il n'y a aucun audit qui est obligatoire. Alors Non, après, le problème, c'est que pour installer une GTB, il faut quand même des données en amont. Donc, un audit énergétique est un bon point de départ pour savoir d'où on part, quoi. Mais en tout cas, tout à pas fait. d'obligation d'audit qui découle du décret BAX. La seule obligation, effectivement, que vous avez, c'est d'installer la GTB. Et c'est comme le décret tertiaire, il n'y a aucune obligation de mener un audit énergétique dans le cadre du décret tertiaire. Mais atteindre 60% d'économie d'énergie, il faut quand même des études assez poussées pour savoir comment les atteindre, parce que ça reste quand même un challenge. Le décret BAX, peut-être que vous avez déjà des choses qui sont installées, donc en fait, il faut vraiment imbriquer l'ensemble de ces réglementations et ces exigences ensemble. Et finalement, l'audit énergétique est un moyen en fait de prendre en compte l'ensemble de ces réglementations. Alors, il faut le préciser aussi en amont parce que je pense que Niels confirmera, mais en fonction de vos attentes, vos objectifs d'audit, et les auditeurs sur le terrain vont pas forcément regarder les choses ou étudier autant en profondeur, par exemple, vos équipements, que si, par exemple, si vous voulez pas regarder le décret BAX au sein de vos audits, et à la fin vous dites ah et d'ailleurs est-ce que je suis assujetti au décret BAX, en fait pendant la visite on aura étudié les choses plus en profondeur si vous le mentionnez dans vos objectifs dès le départ. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête pour optimiser vos études. Ça, je le confirme, Caroline. Les options sélectionnées pour les audits, ça conditionne le temps d'observation que l'on passe sur site. Il peut être un petit peu plus long si les analyses doivent être plus poussées. Évidemment, on est en capacité de les réaliser. On les réalisera d'autant mieux si elles sont précisées en amont de l'étude. Alors, on a des questions sur l'inspection de la GTB qui sera mise en place. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce qu'il y aura une Inspection, obligation d'inspection, a priori, une histoire d'inspection tous les 5 ans? Obligatoire. À ma connaissance, nous n'avons pas encore de précision concernant les modalités de ces inspections. À ma connaissance. ma connaissance, Pareil, le recours. on creusera, mais c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément claires, tout comme même les inspections du décret tertiaire, hein. Même si c'est déjà en cours, c'est pas forcément très clair. Enfin, les inspections, les contrôles, c'est pas forcément encore très clair de où, quand, quoi, comment. On sait que l'ADEME commence à regarder un petit peu les déclarations aujourd'hui sans mettre de pénalité, mais plus des alertes en disant voilà, vous avez des doublons, etc. Donc aujourd'hui, même pour le décret tertiaire, c'est pas encore clair. Petite question pratico-pratique. Niels, quand on a déjà une GTB qui est installée, comment savoir de quelle classe elle est? Très très bonne question. Très très bonne question. En fait, la classe d'une GTB, elle est déterminée par une succession de points qui sont qualitatifs, qui sont tous donnés dans une norme, dont d'ailleurs j'ai le nom si vous souhaitez la norme ISO 52120. Donc finalement, je pense que le meilleur moyen de savoir quelle est la classe de la GTB, c'est de se rapprocher de son fournisseur de GTB directement.
Lui, alors nous, on est au courant que cette norme existe, mais alors lui est censé la connaître plus que par cœur et est censé savoir quelle est la classe. Donc effectivement, avant de se lancer, si on a déjà une GTB, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que ma GTB est de classe C ou D pour savoir si je suis assujetti au décret max ou non. Le meilleur moyen de savoir, c'est de contacter son fournisseur ou de se plonger dans les normes ISO, ce qui prend plus de temps. Mais, Ok, puis de peut-être aussi regarder quelles sont ses fonctions de base, savoir si on est plutôt complètement. dans d'évoluer ou pas évoluer. Ça donne peut-être une bonne idée de voir où on se situe. Ça me permet de rebondir sur une autre question qui va nous donner, qui est dans la suite et dans la lignée, hein. Est-ce qu'un simple système programmable d'une chaudière est considéré comme un système d'automatisation? C'est un système d'automatisation, oui, mais c'est pas considéré comme une GTB. Et oui, oui, je confirme. Typiquement, les programmateurs qu'on peut avoir sur les chaudières ne sont pas assez. C'est quelque chose de local, finalement. Le GTB, c'est vraiment. Je pense que c'est ça la différence, c'est que le GTB, c'est un système centralisé qui va récolter des informations à plusieurs endroits du bâtiment sur plusieurs équipements et qui permet un single point of contact pour tous ces équipements et tous les espaces qui sont reliés. Ok, alors on va terminer sur quelque chose qui, même si c'est un peu hors sujet, c'est quel est le coût moyen d'un audit énergétique? Même si on a Alors, précisé grosso modo, je précise, bon là après je peux répondre de manière complètement neutre, n'étant pas un bureau d'études. Alors ça dépend du bâtiment, de la surface, de tout ce qu'il y a à auditer. Donc je vais répondre grosso modo quelques milliers d'euros. Non mais voilà, après C'est très précis. Non, effectivement, ça dépend entièrement c'est de la vraiment surface. difficile, c'est vraiment difficile de répondre à cette question de manière, voilà, grosso modo, alors ça se chiffre en milliers d'euros, hein, ça c'est clair que c'est pas Oui. quelques centaines d'euros, c'est quelques milliers d'euros. Tout dépend le périmètre qui sera audité, donc si c'est un bâtiment, plusieurs bâtiments, si c'est un bâtiment à plusieurs étages, voilà, sachant que dans certains cas et dans certaines régions, existent parfois des soutiens à l'audit énergétique des bâtiments. Enfin, il y a quand même des outils Climaction dans le Grand Est. voilà, Mm. pour prendre en compte ces audits, hein. Donc voilà, je vous invite à revenir vers nous si vous êtes confronté à ce genre de situation, que ce soit des audits de bâtiments et surtout des audits de process aussi. Parce que contrairement à ce que Nils a dit tout à l'heure, là je vais le démentir, même sur les process, on peut faire des économies d'énergie oui, avec les GTC, tout ça. Je ne peux pas laisser dire ça dans un webinaire où clairement on peut aussi faire des économies d'énergie sur les process. On va passer à la suite pour tenir le timing. Revenir, Absolument. voilà. Bon, de toute façon, si des questions nécessitent d'être creusées, vous revenez vers nos interlocuteurs d'aujourd'hui, vers nous, et on essaiera de reprendre aussi les questions qui nous ont été posées pour recibler la réponse. Alors, je vais juste, Caroline, vous demander de me donner le contrôle du clavier. Ouais, allez-y. Comme ça, je vous embête pas. Encore que. Alors, le programme Noé. Alors, le programme Noé, c'est le programme d'accompagnement de la CCI Grand Est pour les entreprises du Grand Est, qui est porté par le service développement durable en collaboration et en partenariat complet avec l'ADEME, la région à travers le programme Climaction et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce programme sur la partie énergétique? Eh ben, nous, on va vous aider, vous sensibiliser, comme on le fait ce matin, à tout ce qui concerne les questions énergétiques. Et le but, c'est de vous accompagner vers des actions d'efficacité énergétique concrètes, quel que soit le niveau d'où vous partez, d'identifier votre profil énergétique, de mettre en place des actions de sobriété, de vous aider à investir. Voilà, enfin, c'est vraiment d'aller assez loin dans les démarches. On a un petit diague en ligne qui est sympa à faire, ça prend 5 minutes, ça vous permet de voir un peu, quand on parle d'efficacité énergétique, bah,
quelles questions faut se poser, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces notions, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et ça vous donnera déjà une idée de ce que vous pouvez faire. Alors, une façon de vous accompagner, c'est de venir chez vous faire ce qu'on appelle la visite énergie, qui se passe en plusieurs temps. La première, c'est d'analyser vos factures. Donc, on récupère vos factures, on regarde quelles sont vos habitudes de consommation, parce que sur les factures, on voit déjà beaucoup de choses. Est-ce que le contrat que vous avez est bien dimensionné? Quelles sont vos habitudes de consommation? Est-ce que fiscalement, parce qu'il y a des optimisations aussi à faire de ce côté-là. Donc on regarde déjà tout ce qu'on peut tirer comme information des factures et ça nous permet d'avoir votre profil énergétique. Après, on vient sur site, on va passer en revue, entre guillemets, quelles sont vos utilisations de l'énergie. On regarde un peu là où il y a des gisements d'économie surtout. Quels sont nos champs d'investigation? On en a pas mal. Ah, j'ai perdu la main sur la diapo. J'ai un temps de latence. Caroline, vous avez peut-être repris la main en fait. Pardon. Tac, Non, tac, tac. parce que Non, moi, on est plus trop. je n'arrive plus à avancer. Ah, bah alors attendez, je vais le faire. Hop. Voilà. Donc nos champs d'investigation, c'est les sujets dont on a parlé ce matin, hein, chauffage, chauffage. Alors dans le chauffage, alors nous la clim un peu moins, mais surtout toutes les installations de chaufferie, puisque elles concernent souvent les process industriels. À ce jour, très clairement, notre visite énergie, elle est réservée à des sites industriels. On ne fait pas de visite énergie à ce jour pour les bâtiments tertiaires. On regarde quand même, ceci dit, quelle est la performance énergétique des bâtiments. Si vous êtes assujetti, oui ou non, au décret tertiaire, alors là, ça se regarde au doigt mouillé, mais on essaye de vous sensibiliser encore sur ce sujet. L'air comprimé en industrie, qui est un gros consommateur d'énergie, souvent avec des petites fuites, parce que contrairement à ce qu'on m'a dit une fois, l'air ça coûte rien. Si, ça coûte, parce que quand on monte à 8 ou 9 bars, ça coûte cher. Donc même si on paye pas l'air, faut boucher ces fuites d'air comprimé, s'il vous plaît. La production de foie, les process, l'optimisation des moteurs, et puis bien sûr l'éclairage. On va passer à la suite, Caroline. Parce que je n'ai plus du tout la main. Donc on vous fait un petit rapport à la fin, on refait un petit débrief avec vous en vous donnant des idées d'économie d'énergie. Et nous, contrairement à un bureau d'études, on ne fera pas de mesures, on ne va pas faire des calculs de temps de retour sur investissement, des choses comme ça. On va vous donner les pistes qui sont à exploiter et bien souvent, on va essayer aussi de vous orienter vers des prestataires qui peut être Sobre Énergie, d'autres. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous faire la liste de tous les bureaux d'études compétents en fonction de leur domaine respectif d'intervention. Mais voilà, c'est que vous puissiez aussi trouver un interlocuteur technique pour vous accompagner et concrétiser les études nécessaires ou les investissements liés aux actions. Alors, ce qu'on fait aussi, au-delà de la visite énergie, c'est ce qu'on appelle le conseil énergie plus, qui peut être un simple conseil par rapport à une question précise, alors qui peut se faire pas forcément sur site, hein, on n'a pas besoin forcément de se déplacer sur site pour vous donner des renseignements techniques. Si ça nécessite un rendez-vous sur site, on viendra, bien entendu. Les recherches de cofinancement, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc dans cette forêt d'aides qui peut exister, soit en subvention directe, on a cité Climaction tout à l'heure, les aides de l'ADEME, on a les C2E qui sont la première façon de financer son efficacité énergétique, les certificats d'économie d'énergie. Enfin voilà. Donc c'est vous aider à trouver les financements qui vont correspondre au projet que vous menez. Nous animons des clubs énergie. Alors pour les industriels que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Donc là, il suffit de me contacter et en fonction de votre département d'appartenance, je vous orienterai vers mes collègues. Le club Lorraine, c'est moi qui l'anime. Le prochain sera le 23 novembre chez Konica dans les Vosges. Donc tous les industriels qui veulent venir à ce club sont les bienvenus. On organise des webinaires, voilà, comme celui de ce matin, donc voilà, et puis un événement dont on va parler juste après. Et on fait aussi beaucoup d'études, de pré-études de photovoltaïque pour les ENR, alors notamment sur le photovoltaïque, où on va regarder si oui ou non ça vaut le coup de creuser la question de mise en place de panneaux sur un bâtiment par rapport à un profil de consommation donné.
Donc voilà, bon alors là vous avez un détail sur les énergies renouvelables, on va passer parce que le temps qui nous est accordé est déjà bien passé. Voilà, je m'arrête ici pour vous dire que le 16 novembre prochain, de 9h à 10h30, on va diffuser notre web TV, je dirais annuel, c'est un rendez-vous que certains connaissent d'entre vous, l'Energy Event, hein, qui avait réuni plus de 1000 personnes l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous connecter à cette web TV. Là, on va être dans une industrie et une PME qui a fait beaucoup de choses en termes de performance énergétique. Donc, ça va me permettre d'évoquer avec vous quasiment tous les sujets de ce qu'on peut faire chez un industriel en termes de performance énergétique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Quelques diapos rapides pour parler de ce que font mes collègues en termes d'économie circulaire. La décarbonation, c'est pas que l'énergie, ça peut être aussi, on peut décarboner une entreprise à travers ses approvisionnements, en travaillant sur la matière, en faisant de l'éco-conception, des achats durables, des choses comme ça. Donc, nous avons aussi tout un programme d'accompagnement qui permet d'être accompagné de la même manière que sur l'énergie, c'est-à-dire quel que soit le niveau où vous avez, on va vous accompagner. On a des collègues qui font ça, de toute façon vous aurez un détail de l'équipe à la fin, donc vous aurez tous les contacts en fonction de la région dans laquelle, du département dans lequel vous vous trouvez. On va passer sur le sujet suivant, qui est l'axe climat, qu'on développe de plus en plus. On a déjà une experte chez nous, on en aura d'autres de bientôt, pour très clairement, c'est mesurer la vulnérabilité de votre entreprise par rapport aux aléas climatiques. Cette année, on a vu, que ça soit dans le monde, mais aussi en France, que les conséquences du changement climatique se font de plus en plus sentir et que ça a forcément des conséquences sur les modèles économiques des uns et des autres. Donc, ce diagnostic climat, il va permettre, il est très personnalisé, très poussé, que vous sachiez à quoi votre entreprise peut être exposée, si c'est un problème de forte chaleur, si c'est un problème de crue parce qu'on a un cours d'eau pas loin. Enfin voilà, en tout cas, comment pourrait être impactée à l'avenir votre activité économique. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà. J'en terminerai là. Vous aurez la dernière diapo qui est toute l'équipe de la CCI Grand Est. Et encore, tout le monde n'est pas là, mais vous avez les portes d'entrée de vos conseillers principaux pour pouvoir nous contacter en fonction de votre lieu de résidence, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous orientera vers les uns et les autres. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je remercie beaucoup Nils et Caroline pour leur présentation. C'est toujours un plaisir d'avoir Sobre Énergie à nos côtés. On avait déjà fait un beau webinaire sur le décret tertiaire, on a fait un beau webinaire sur le décret BAC. Je vous remercie, je vous souhaite à Merci, tous Olivier. et à toutes Merci beaucoup, Olivier. une excellente journée et à bientôt lors de nos prochaines animations. À bientôt et merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et bonne journée à tous.